Bien, mesdames, messieurs, mes chers collègues, on va, si vous le permettez, débuter cette séance de conseil municipal. Si les adjoints veulent bien prêter attention, merci. Je vais commencer par l'appel. Donc, je suis là. Sylvie Messilé-Oudé. Présente. Jean-Michel Mazac, Marie-Antoinette Caillol, Guy Laroche, Angélique Forté, Henri Casimir, Véronique Strodo, Roland Chac donne procuration à moi-même, Valérie Mioncourt, Lucien Daré, Jean-Pierre Guillaume, Bernard Tritz, Lydie Rousseau, Chantal Clisson, Marie-Louise Bessette donne procuration à Angélique Forté, Pierre Sustel, Brigitte Bellofi, Yvan Vesperini, présent, Patrice Vautier, Nadia Duclos, Jean-Fabrice Lacave, Valérie Bageux, Bruno Gérardin, Patricia Bufforne, Alain Egea, Patrick Moïneau, Corinne Heringuez, Pierrette Pugliès, Corinne Lucchini donne procuration à Patrick Moïneau, Dominique Didier, Isabelle Collier et Valérie Lambrecht. Bien, donc avant de débuter ce conseil, je vous propose de désigner le secrétaire de séance sans recours au scrutin secret, si vous n'en voyez pas d'opposition. Donc je vous propose de désigner Madame Caillol comme secrétaire de séance. D'autres candidats, non? Bien, donc on désigne la secrétaire de séance comme Madame Marie-Antoinette Caillol. Avant toute chose, je vous ai fait part, dans les délais d'un jour franc avant le conseil municipal, de 2 rapports qui ont été annexés à l'ordre du jour, 2 rapports qui concernent le contrat enfant-jeunesse et également le prêt à taux zéro au niveau du centre de loisirs. C'était un délai d'urgence étant donné que la CAF nous demandait de transférer tout ça avant le 23 décembre au contrôle de légalité. Donc je vous demanderai si vous en êtes d'accord, parce que ce n'est pas des grandes décisions, d'étudier quand même ces rapports malgré les 5 jours francs et le délai qui ne s'est pas atteint. Est-ce qu'il y a des oppositions à ça? Non. Je vous remercie. Le PV, le procès verbal du conseil municipal du 17 novembre 2016, y a-t-il des remarques par rapport à ce procès verbal? Non. On peut le considérer comme adopté? Pas d'opposition? Merci. Je vais passer donc à l'ordre du jour à proprement parler, avec en premier lieu le compte-rendu des décisions. Est-ce que vous avez des remarques et des questions par rapport à ces décisions? Non. Madame Lambrecht. J'avais des remarques. Alors, sur la décision 16-215, je voulais savoir... 16-215, c'est le FIPD. Ouais. Et les systèmes d'alerte modulables, c'était quoi? Alors, Roland n'est pas là, mais je vais vous répondre. C'est-à-dire que, en tant que tel, en fonction de la configuration des locaux, on peut moduler les systèmes d'alerte en fonction du nombre de classes pour que l'instituteur puisse actionner de lui-même au cas où, dans le cadre de l'état d'urgence, ça nous était demandé de renforcer la sécurité des groupes scolaires. Donc c'est pour ça que c'est modulable en fonction de la configuration des lieux. Y a-t-il d'autres questions par rapport à ces décisions? Non. Donc on en prend acte. On passe à l'ordre du jour à proprement parler avec le premier rapport qui concerne en fait le transfert de la compétence infrastructure de charge nécessaire à l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables au SMED 13 et c'est Mme Clisson qui rapporte. Oui. Le SMED 13, donc, excusez-moi, je suis un petit peu partie. Voilà. Alors, considérant que le transfert des compétences à caractère optionnel requiert une délibération expresse de la commune,
en application de l'article 3 des statuts et considérant que l'article 2.6 des statuts permet au SMED 13, sous réserve d'une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate sur le territoire de ses membres, de mettre en place un service comprenant la création, l'entretien et l'exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Considérant que le dispositif d'aide au déploiement d'infrastructures de recharge pour les véhicules hybrides et électriques faisant l'objet d'un appel à manifestation d'intérêt, AMI par l'ADEME, auquel est éligible le SMED 13, suite à la sélection de son dossier, permet de subventionner le déploiement des infrastructures à hauteur de 50% des charges d'investissement. Considérant la clause de gratuité du stationnement pour les véhicules électriques prévus, dispositif de financement de l'ADEME imposant la gratuité de stationnement pour les véhicules rechargeables, que le stationnement dispose ou non de bornes de recharge pour une durée maximale de 2 heures de stationnement. Minimale. La gratuité pour une période de 2 ans minimum. L'engagement de la collectivité devant être pris dans les 6 mois suivant la notification d'attribution de la convention de financement. Considérant que la commune aura la possibilité de librement définir le nombre de bornes installées sur le territoire dans la limite de 2 bornes selon le schéma départemental établi et validera conjointement avec le SMED 13 l'implantation précise. Considérant que le déploiement opérationnel est prévu en 2017, considérant que le déploiement de bornes sur la commune se fera sous maîtrise d'ouvrage du SMED 13, à la charge du SMED 13, que le SMED 13 assurera l'exploitation des bornes et que la commune sera appelée à contribuer à l'exploitation des bornes selon le montant financier indiqué ci-dessous, avec une évolution selon les exercices considérés. Vous avez les chiffres. Considérant que la fourniture, la pose, la maintenance et l'exploitation d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques fera l'objet de marchés passés par le SMED 13 en groupement de commandes avec la communauté de communes de la vallée des Baux-Alpilles. Monsieur le maire demande, au vu des éléments qui précèdent aux membres du conseil municipal, de se prononcer sur le transfert de la dite compétence en matière d'infrastructures de charge nécessaires à l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de décider de transférer au SMED 13, à compter du premier jour du mois suivant la date du caractère exécutoire de la délibération, la compétence infrastructure de charge nécessaire à l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables, conformément à l'article 2.6 des statuts du SMED 13, dans les termes suivants, en lieu et place des adhérents qui en font expressément la demande et dans les conditions définies par la législation et la réglementation en vigueur, le syndicat met en place un service comprenant la création, l'entretien et l'exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. L'exploitation peut comprendre l'achat d'électricité nécessaire à l'alimentation des structures de charge. De s'engager à accorder pendant 2 ans, à compter de la pose de la borne, la gratuité du stationnement aux utilisateurs de véhicules électriques et hybrides rechargeables sur tout emplacement de stationnement si sur le territoire communal, avec ou sans dispositif de recharge, en surface ou en ouvrage, géré directement par la collectivité. Enfin, de décider d'inscrire chaque année les dépenses correspondantes au budget municipal et donne mandat à Monsieur le maire pour régler les sommes dues au SMED 13. Bien, Madame Quisson, merci de cet exposé très complet. Y a-t-il des questions par rapport à ce rapport? Madame Lambrecht. Est-ce qu'il y a un projet réel d'implanter ces bornes de rechargement sur la commune de Bourgnac? Alors, pour l'instant, il n'y a pas de projet Il faut se mettre en relation. défini, mais je vais laisser la parole à Madame Quisson, allez-y. En fait, il faut se mettre en relation avec le SMED 13 pour voir quels seraient les emplacements les plus intéressants. Pour l'acheminement, c'est parce qu'il faut être proche d'une... il faut se raccorder, bien entendu, au réseau, et puis pour que les usagers puissent aussi en bénéficier facilement, y accéder facilement. D'après ce que je comprends dans le rapport, c'est des bornes doubles, donc il n'y aurait que 4 prises en fait.
préconise 2 bornes. Ça fait peu pour l'ensemble de la commune quand même. Mais disons que c'est déjà un avantage par rapport à... Enfin, on s'était déjà renseigné pour éventuellement le prendre à la charge de la commune. Et c'est très onéreux. Donc, par le biais du SMET 13, on va pouvoir déjà enclencher un mouvement. Après, Je suis d'accord que c'est quelque chose qui revient très cher. Sur le projet à venir, il faudra quand même peut-être réfléchir. Justement, on va pouvoir voir à l'usage déjà quels sont les usagers qui pourront en bénéficier, s'il y a vraiment un intérêt à agrandir éventuellement le parc de ces bornes. On va faire un petit sondage pour savoir s'il y a déjà des véhicules. Il y aura un bilan qui sera fait. Bien, s'il n'y a plus d'autres questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Unanimité. Rapport numéro 3, il concerne la modification des statuts du CIVOM de l'Arc à l'étang. Modification qui concerne l'article 6.1, où on a remplacé la notion d'intérêt communautaire pour les EPC existants par intérêt métropolitain. La suppression des articles 6.1.3 et 6.1.4. La restitution des compétences études et maîtrise d'œuvre de l'éclairage public et études et maîtrise d'œuvre pour l'enfouissement des réseaux de télécommunications aux communes de Coudoux, La Fare-les-Oliviers, Lançon de Provence et Velot. Nous n'étions pas concernés. Modification de l'article 7, suppression des 2 alinéas sur les ressources relatives à ces compétences. Modification concernant également les ressources du syndicat. Modification concernant les contributions des communes. Et puis vous avez la suppression du premier alinéa de l'article 23.1, transfert de compétences, et de l'article 24, 6e alinéa, affectation et propriété des ouvrages. Est-ce que vous avez des remarques, sachant que ça ne concerne pas la commune de Rognac? Voilà. Bien, nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Rapport numéro 4, c'est un rapport où on prend acte, rapport d'activité de 2015 de l'ancienne communauté d'agglomération Aglopole Provence. Y a-t-il des remarques par rapport à ce rapport d'activité? Non, de toute façon, il faut en prendre lecture. Donc, je vous demande d'en prendre acte pour qu'on puisse transférer ça à la métropole. Rapport numéro 5, autorisation des dépenses d'investissement 2017. Je passe la parole à M. Gérardin qui rapporte. Donc, l'engagement d'une dépense en section d'investissement au titre d'un exercice donné n'est possible qu'après le vote du budget primitif, donc qui rend exécutoire la dépense. Toutefois, donc, il faut bien commencer l'année avant que le vote ne puisse intervenir. Il n'interviendra qu'au mois de mars prochain. Donc, sur l'autorisation de l'Assemblée délibérante qui précise le montant et l'affectation des crédits, l'engagement des dépenses peut être effectué dès janvier 2017, sans pouvoir cependant excéder un quart des dépenses d'investissement ouvertes au budget de l'exercice 2016. La Commission des finances a émis un avis favorable sur le présent rapport, donc vous avez le détail des crédits que nous souhaitons engager là dès janvier 2017. Donc ça concerne le chapitre logiciel et études, donc pour 85 661 €, terrain matériel pour 411 000 € et 48, travaux donc 705 000,66 € et la création de la salle de boxe où on pourrait engager dès janvier 2017 donc 139 200 €. Donc de dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget. Rapport assez classique, y a-t-il des remarques par rapport à ça? C'est juste pour qu'on puisse commencer. Là, donc je vais passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Je laisse la parole à M. Gérardin pour le rapport numéro 6 qui concerne le vote des subventions exceptionnelles et dernière de l'année 2016. Donc je vous fais grâce du premier paragraphe qui revient à chaque fois. Simplement, donc là il y a une subvention qui est proposée, c'est le Rognac Athletic Club pour un montant de 1 100 €. La subvention est demandée pour l'organisation de la course des Malagas, donc du 3 décembre 2016, dans le cadre du Téléthon. Donc, la Commission des finances a émis un avis favorable sur le présent rapport. Donc le Rognac Athletic Club demandait 1 100 € et donc il est décidé de lui accorder 1 100 €, donc la somme demandée. Voilà, d'approuver les subventions. Ouais, y a-t-il des remarques par rapport à ça? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Unanimité. Rapport numéro 7
concernant un avenant à la convention d'objectifs et de financement avec la caisse d'allocation familiale dans le cadre du contrat enfant-jeunesse, rapport qui a été modifié pour un problème de date, une erreur matérielle. Je laisse la parole à Madame Miceli Houdet. Alors, rapport tout simplement parce qu'on va faire un avenant sur notre CEJ, notre contrat enfance-jeunesse par rapport à la création des places supplémentaires au Petit Prince et notamment aussi sur notre centre de loisirs. Et pareil pour cela, pour le compléter, on a besoin de faire un avenant. C'est pour ça qu'on demande d'approuver au conseil municipal l'avenant numéro 1 à la convention d'objectifs et de financement avec la CAF dans le cadre du CEJ et d'autoriser monsieur le maire à signer cet avenant pour faire les changements. Juste un point, un complément, c'est pas nouveau, les 12 places que l'on a créées au Petit Prince, c'est suite à la section supplémentaire. Et les 12 places supplémentaires pour la tranche d'âge des 3 ans sur la plantade, c'est suite aux travaux de réhabilitation de mémoire de la première phase. Voilà. Donc c'est pour mettre en concordance notre bâti avec les capacités d'accueil et le contrat CAF. Est-ce qu'il y a des remarques par rapport à ça? L'avenant n'était pas joint, mais L'avenant n'est pas joint. On est obligé de faire des avenants comme on sera amené à le faire aussi dans il la... n'était pas joint. Ah, il n'était pas joint, non. Est-ce que vous acceptez le vote? Oui. Ça pas de, c'est juste pour avoir les recettes supplémentaires. Je pense que. Merci beaucoup. On fera attention la prochaine fois. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci à vous. Rapport numéro 8, participation municipale au communal, au projet de séjour en classe transplantée pour l'année 2016-2017. Je laisse la parole à Madame Sylvie Houdet. Oui, alors vous le savez, concernant cette politique éducative, on soutient fortement tout ce qui est les séjours qui sont réalisés par l'éducation nationale pour nos enfants au sein des écoles. Donc c'est des séjours de 3 jours au moins ou 6 jours au plus. C'est une prise en charge de 50% du coût de séjour, transport inclus, qu'on plafonne à 30 € par jour et par participant, enfants et adultes. J'ai le numéro. Et on demande, et pour pouvoir, on va dire, instruire au plus tôt et pouvoir délibérer aussi, on demande toujours d'être strict sur les délais de transmission et on le fait apparaître dans la délibération pour ça. Donc on demande au conseil municipal d'approuver la participation financière de la commune dans les conditions prévues et dans le tableau par contre qui a dû être joint, en toute transparence avec toutes les classes et toutes les demandes qui ont été faites par l'ensemble des enseignants et de dire que bien sûr les crédits nécessaires seront inscrits au budget communal. Budget communal de 2017 bien évidemment, donc Oui. c'est un vote a priori du vote du budget. Monsieur Moulineau. Et sur un montant de 40 430 €. j'ai deux questions. La première, c'est que sur certaines sorties, il n'y a pas d'adultes, notamment à la Martine, puisque M. Mazin est là, il va peut-être nous dire pour quelle raison il n'y a pas d'adultes pour un séjour en Auvergne, par exemple. Et d'autre part, vous disiez que c'était pour 2017. Or, la classe Romain Roland, la première ligne, en fait, on dit que c'est du 10 au 14 octobre 2016. Ils sont déjà partis, donc. Et oui, c'est sur la rentrée scolaire 2016-2017. Vous savez... Mais je maintiens quand même la chose, c'est qu'on le paiera sur le budget 2017. D'accord, On soit bien d'accord à ce niveau-là. Oui, donc, Pardon, Monsieur Mazin, s'il vous plaît, si vous pouvez répondre. Pour ce qui est des adultes, évidemment, nous partons avec un encadrement. Évidemment, on ne va pas partir avec les élèves tout seuls. Les enseignants donc, bénéficient de la gratuité par le prestataire et les autres adultes sont pris en charge par l'école. Les autres D'accord. adultes, c'est les parents accompagnants? Non, du tout, pas de parents, donc il n'y a pas de jaloux, il n'y a pas de problème. Ce sont des enseignants à la retraite, ce sont des gens avec lesquels on a l'habitude de travailler. d'accord. Et les enseignants qui sont nommés, ce sont ceux qui partent. Absolument. Merci de ces explications. Il n'y a plus d'autres questions. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Nous passons au rapport numéro 9, qui est la mise à disposition de personnel auprès de la gendarmerie de Rognac. Madame Miceli Houdet. Oui, alors comme j'allais dire, comme chaque année, vous savez qu'on fait de la mise à disposition de personnel auprès de la gendarmerie, on se doit de le délibérer.
C'est pour ça qu'on demande au conseil municipal d'approuver la mise à disposition à titre onéreux, bien sûr. C'est-à-dire que la gendarmerie, bien sûr, nous rembourse des fonctionnaires territoriaux auprès de l'unité de la gendarmerie de Rognac pour les grades et les temps de travail suivants. 2 adjoints techniques de 2e classe titulaires à raison de 45 minutes hebdomadaires de leur temps de travail pour l'année 2017. D'approuver la convention de mise à disposition entre la commune et l'unité de gendarmerie de Rognac. De dire que la gendarmerie se libérera des rémunérations et de charges sociales correspondant à cette mise à disposition par trimestre et à terme échu. Donc d'autoriser Monsieur le maire à signer la dite convention, de préciser que chaque mise à disposition sera formalisée par un arrêté individuel de l'autorité qui est annexé à la convention, de dire que les recettes correspondantes seront inscrites au budget communal. Donc elles apparaissent très clairement. Bien, y a-t-il des questions par rapport à ce rapport? Non, nous allons donc passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, unanimité. Rapport suivant, c'est le rapport numéro 10, mise à disposition de personnel auprès du Centre communal d'action sociale. C'est mise à disposition de personnel de l'auto, de mobilier de véhicules entre la ville et le CCAS. Oui, alors c'est toujours la même démarche, vous le savez qu'au niveau du CCAS, il y a cette mise à disposition, pardon, j'ai pas l'heure, si je l'ai, merci monsieur le maire, il y a toujours la mise à disposition de personnel, de mobilier et de véhicules, et on se doit de le délibérer pour la convention. C'est pour ça qu'on est proposé au conseil municipal d'autoriser la mise à disposition de personnel communal auprès du CCAS à titre gracieux. Ce qui est important, d'approuver la convention de mise à disposition de personnel, locaux, mobilier et véhicules entre la ville et le centre communal d'action sociale qui est annexé, d'autoriser monsieur le maire à la signer, sachant que notre CCAS est un établissement public. Voilà, est-ce qu'il y a des remarques par rapport à ça? Non. Donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, unanimité. Rapport numéro 11 concernant l'annualisation à 1607 heures des éducateurs des activités physiques et sportives. Rapporteur, Madame Miceli-Houdet. Alors, on est dans une logique, effectivement, qu'à certains services qui ont des pics d'activité, et j'allais dire, afin de réguler au mieux leur temps de travail, il est nécessaire de les annualiser. C'est pour ça que dans un premier temps, ça concernera les éducateurs des activités physiques et sportives, notamment parce qu'on le sait en période estivale, les bases nautiques, les piscines, et ça nous permet de travailler sur un volume d'heures qui est beaucoup plus efficient avec, j'allais dire, l'activité mensuelle et de faire un lissage sur l'année. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est proposé au conseil municipal de mettre à jour l'accord d'application portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail à RTT en créant dans le chapitre 3, article point 1, un cas particulier numéro 6 relatif aux éducateurs des activités physiques et sportives intitulé « Cas particulier des éducateurs des activités physiques et sportives », c'est ainsi rédigé. Temps de travail annualisé, agent dans la durée annuelle de travail est bien sûr de 1607 heures, pas d'attribution de jours RTT, puisque c'est une annualisation. Les congés annuels sont à prendre en concertation avec le responsable de service en fonction des nécessités de service. Et de dire que ce nouveau protocole d'accord et de cette annualisation, on pourra l'appliquer à compter du 1er janvier 2017. Y a-t-il des questions par rapport à ce rapport, Monsieur Minot? Une question, vous commencez le rapport en disant que vous suivez les vives recommandations de la Cour des comptes. De quelle date est ce rapport? C'est un rapport qui est paru il y a un mois, même pas. Octobre 2016, pardon. Il y avait pas, il devrait pas passer en conseil municipal ce rapport pour, pour la mise, Le rapport, c'est pas la Chambre régionale des comptes, c'est la Cour des comptes. Oui, d'accord. Donc c'est un rapport qui est annuel sur l'efficience des services publics qui concerne l'ensemble des collectivités territoriales. D'accord, mais il y avait pas, on n'aurait pas pu l'avoir en lecture ou tout au moins. Non, mais par contre vous pouvez télécharger sur le site de la Cour des comptes. D'accord. C'est à disposition du public, donc n'hésitez pas à aller. Okay. Puisqu'il est toujours très instructif, c'est un rapport annuel de mémoire. Il n'y avait pas besoin d'en parler au conseil municipal, donc c'est ouvert à tout le monde et on peut... Non, c'est ouvert à tout le monde et c'est là-dessus qu'on fait référence sur ce rapport justement
pour réorganiser la collectivité en fonction des recommandations de la Cour des comptes. Puisqu'il faut savoir que ces recommandations-là sont transférées après aux chambres régionales des comptes. Et donc, il se peut très bien qu'un jour on ait un contrôle sur la maîtrise de notre masse salariale ou autre, et on pourra démontrer qu'on a bien suivi les recommandations en temps et en heure. C'est bien ça. De même qu'on a eu la saisine du comité technique, hein, on l'a marqué dans la délibération le 2 novembre 2016. Les recommandations, c'est quoi? C'est que certains secteurs d'activité, on le voit avec l'animation aussi, il est beaucoup plus efficace d'être sur de l'annualisation et sur un volume d'heures. Bah, ça paraît évident. Hein, je veux dire. Y a-t-il d'autres remarques? Moi j'avais des remarques par rapport à l'attribution des jours du CET, mais ça n'a rien à voir en fait avec la délibération qu'on nous demande de prendre. Oh, oui. Mais comme ça fait partie du rapport qu'on a, je voudrais quand même en dire un mot sur le choix qu'a fait la commune en fait de restreindre en fait l'utilisation des jours du CET qui sont limités à 60 jours de par la loi, sans autoriser le paiement de ces jours en cas de... En cas de... Alors, de ne pas ouvrir le droit à une compensation financière du CET. ah, c'est vraiment en parallèle du rapport, d'accord. Bah oui. Ça, Mais en même temps, ça est dedans, donc c'est pour ça qu'on parle. d'accord. Oui, sachant que bon, ça concerne quand même un cas très minime d'agents, puisque si la collectivité, s'il y a des mutations par exemple, et que la collectivité d'accueil a elle-même un dispositif de CET, ce qui n'est pas évident. Hein. Oui, on reprend les jours. Voilà, on restitue le En cas de CET, donc il y a départ un en transfert. retraite, par exemple, ça pénalise des agents qui auraient mis des jours au CET et qui auraient voulu avoir un petit... Bah, généralement, le compte épargne, dans l'idée de la loi, pour le poser avant. à l'origine, c'était de pouvoir partir avant, hein, le CET. Donc voilà, on s'est inscrit là-dedans. Je pense que justement, il y a quelques agents que ça aurait peut-être pu intéresser de se les faire payer. C'est dommage de prendre ce genre de mesures. Voilà, c'est une remarque. D'accord. Voilà. Bien, y a-t-il d'autres remarques? Non? À ce moment-là, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je m'abstiens tout simplement parce que ne connaissant pas les rouages de La Cour des comptes, le rapport. Non, pas le pardon. rapport, non, pas le rapport, mais les rouages de la gestion du personnel sur la commune, donc je préfère m'abstenir parce que je ne sais pas si c'est opportun ou pas, mais a priori ça doit l'être, mais bon, je préfère m'abstenir. D'accord, très bien. Je m'abstiens aussi, mais sur le contenu. En fait. Sur le contenu, C'est les choix d'accord. qui sont faits. Très bien, merci beaucoup. On le note. Bien, ben dans le même état d'esprit, Voilà. c'est un rapport parallèle, c'est l'annualisation à 1607 heures des agents du service sport et fêtes. Ouais. Donc bon, on est toujours dans la même logique, hein, j'allais dire, de cette annualisation. Encore une fois, il faut être en fait à un moment donné en cohérence avec les besoins et l'activité. Hein. D'où ce lissage, il vaut mieux être annualisé. Donc c'est la même philosophie de management. Donc après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de mettre à jour l'accord d'application portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail à RTT, en créant dans le chapitre 3, article 3.1, un cas particulier numéro 7 relatif aux agents du service sport et fêtes, intitulé « Cas particulier des agents du service sport et fêtes ainsi rédigé, temps de travail annualisé, agent dans la durée annuelle de travail de 1607 heures, pas d'attribution de jours à RTT, les congés sont à prendre en concertation avec le responsable de service en fonction des nécessités de service, et de dire bien sûr que ce protocole d'accord et cette annualisation seront applicables à compter du 1er janvier 2017. Bien, je suppose qu'il n'y ait pas de remarques, mais même vote. Voilà. Donc 3 abstentions, puisqu'il y a une procuration, monsieur, une procuration. Tout le monde est pour, sinon. Bien. Merci. Je passe au rapport numéro 13, approbation de la convention de mise à disposition de locaux pour le comité des œuvres sociales de la ville de Rognac. Alors je vais prendre chez vous, monsieur le maire. Madame Miceli Houdet. Alors, tout à fait, c'est dans la même logique que le CCAS. Hein. Bien sûr, on a une convention de mise à disposition d'objectifs et de moyens avec ni plus ni moins que notre COS, hein, qui bien sûr concerne, j'allais dire, le personnel. Hein.
Donc on demande d'approuver au conseil municipal à monsieur le maire de signer la convention pour une durée de 5 ans, puisqu'on la renouvelle, à compter du 1er janvier 2017, d'autoriser monsieur le maire à prendre toutes les dispositions relatives à ce dossier. Ce qui est, j'allais dire, dans le secteur privé, l'équivalent du comité d'entreprise. Hein, voilà, pour faire général. Y a-t-il des remarques par rapport à ça? Rapport totalement classique. Voilà. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Hop, Pas de problème. Mise donc rapport numéro je vais y arriver, 14, mise à jour de la convention de mise à disposition de personnel de locaux, de mobilier et de véhicules entre la ville et le CCAS. on a fait celui-là, monsieur le maire, on a fait celui-là. C'est le 10. Monsieur le maire, on est OK. 14. Donc c'est en fait le 10 remplace le 14, c'est ce que vous voulez me dire? D'accord. Il y a eu un 10, Non, non. 7, 10. Alors il est où le rapport 14? Il était avec les 3 que nous avons reçus, là, qui avaient sur D'accord. la table. Donc il faut le délibérer. Oui, oui. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai dit comme ânerie alors? Aucune, monsieur. Non, mais j'ai dit 10. Non. Non, 14. Madame Miceli, c'est à vous, excusez-moi. Excusez-moi, alors je vais prendre, si vous permettez, monsieur le maire, votre rapport. Hein, C'est bien ce qui me semblait. Excusez-moi, on a retrouvé le rapport mystère, il est là. Bon, alors, c'est la mise à disposition du personnel, hein, attention, du CCAS, encore une fois. Ben, je sais pas, je suis monsieur le maire. Bon, écoutez, donnez-moi le bon, parce que sinon on va avoir des difficultés à délibérer ce soir. Hein. Alors, c'est bien le 14, on va y arriver. On est d'accord, hein, c'est notre CCAS, malgré, j'allais dire, ce bourbier général, quand même, on recentrons les choses. C'est la mise à disposition de personnel, des locaux, de mobilier, de véhicules, entre la ville et le CCAS. J'allais dire qu'il y a une entité publique, un établissement public. Alors, ce qu'on demande de délibérer, c'est d'autoriser la mise à disposition de personnel communal auprès du CCAS à titre gracieux à compter du 1er janvier 2017, y compris le personnel qui avait déjà été mis à disposition, bien évidemment, en 2016, hein, ça paraît évident, d'approuver la convention de mise à disposition de personnel, de locaux, mobilier et véhicules entre la ville et le CCAS, qui est annexé normalement, hein, là je prends les gants, hein, ce sera bon normalement, d'autoriser monsieur le maire à la signer. Ben, je pense que ça a été annexé, puisque Madame Lambrecht me fait signe. Ah oui, c'est bon. Merci Vous Madame me Lambrecht. rassurez, Madame Lambrecht. C'est pas un rapport, c'est plutôt un rapport technique, si je peux me permettre. Est-ce qu'il y a des remarques par rapport à ça? Non? Et on va passer au vote. Simple jeu d'écriture en fait. Tout La à ville, fait. le CCAS n'aura plus à rembourser les salaires des agents qui finalement sont payés par la subvention que verse la ville au CCAS. Absolument. Merci Madame la vice-présidente du CCAS. Merci monsieur le maire. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc je passe au rapport numéro 15. Délibération cadre relative au régime indemnitaire des agents communaux. Madame Miceli Houdet. Alors, concernant ce rapport numéro 15, vous savez que ça concerne donc la réforme, j'allais dire, des indemnités qu'on doit mettre en place par l'État à compter du 1er janvier 2017. Tout le monde en a entendu parler concernant le RICEP. Vous savez qu'aujourd'hui, ça va se sectionner en deux. D'un côté, on va prendre en compte tout ce qui est les fonctions, ce qu'on appelle de suggestion et d'expertise et d'engagement professionnel, qui est le volet RICEP. Et d'un autre côté, il va y avoir le volet IFSE qui prendra ces mêmes compétences-là. Et l'autre volet, c'est ça, CIA, ce qu'on appelle, c'est la fonction professionnelle et d'engagement et la manière de servir. Parce que nous allons vers une fonction publique de métier et qu'aujourd'hui, il est vrai aussi qu'il faut harmoniser avec la fonction publique d'État, ce régime indemnitaire. Que tout le monde en a déjà entendu parler de cette réforme. Voilà. Donc nous sommes obligés, c'est quand même un changement, il faut quand même le dire. J'allais dire dans la culture de la fonction publique territoriale, puisque forcément ça change, j'allais dire, au niveau des indemnités, mais en aucun cas, je le dis bien, il y a de perte de salaire et de ce fait, les indemnités non plus ne sont pas touchées. Voilà.
Maintenant, les primes, bien évidemment, sont calculées au prorata de cette nouvelle évaluation qu'il faut prendre en compte. Des questions? Est-ce que vous avez des questions, M. Minot? Non? Madame Lambert? Non, moi je regrette qu'on profite de cette implantation pour enlever encore une fois un jour aux agents, un jour de maladie possible sans certificat. Alors c'est glissé entre deux lignes, Oui. je le note quand même. Oui. Alors il y a peut-être des agents qui abusent, toujours pareil, on va sortir la même Des organismes des services également, donc c'est... Je pense qu'il faut le dire à ces agents-là, plutôt que Oui, de on l'aura pénaliser déjà l'ensemble des salariés qui ont Oui, peut-être c'est- besoin, parce que ce qui s'est passé dans d'autres communes suite à ce genre de mesures, c'est que les gens en fait sont obligés maintenant d'aller chez le médecin, et plutôt que de prendre une journée où vous aurez pu revenir le lendemain, ils posent un arrêt de travail Mais qui ça, va durer 3 4 Ça, c'est tout à fait leur droit d'aller chez le médecin, et puis si Heureusement. véritablement il doit y avoir un arrêt Je pense maladie que c'est... qui n'est pas de complaisance, il n'y a pas de souci. J'ajoute également que par rapport notamment aux maladies ordinaires, le RIV-7 nous amène à abattre le régime indemnitaire dès le premier jour de Ça, vous maladie étiez ordinaire. précurseur là-dessus. Pardon? Vous étiez précurseur là-dessus. Non, on n'était pas précurseur, on avait un système qui permettait de réintégrer en fait l'abattement au bout de 15 jours, enfin c'était un système complexe, de réintégrer entre guillemets le manque à gagner de l'agent dans la PEPS, donc la prime d'évaluation de performance des services. Bon, la PEPS disparaissant avec ce système qui est une transposition du mécanisme de l'État, effectivement, on transpose également l'abattement du régime indemnitaire au premier jour d'absence, et dès lors que l'agent revient, il a son régime indemnitaire comme ça se fait dans la fonction publique d'État. Voilà. Je sais qu'on ne sera pas d'accord là-dessus. Tout à fait. Voilà, j'explique. On se doit, les collectivités, de l'appliquer. Hein. C'est le nouvel outil d'indemnitaire de référence aujourd'hui. Hein. Donc encore une fois, c'est pour ça qu'on doit le délibérer, parce que ça doit être mis en application dès le 1er janvier. Oui, mais ceci dit, on n'est pas obligé d'en rajouter. On n'en rajoute pas. Non, non. On enlève. Pas pareil. Bien, juste au 5e paragraphe, il faut bien comprendre 2017 au lieu de 2007. Oui, Voilà, hein, effectivement, je ne l'ai pas relevé, ça semble évident. non, je ne pars pas, Jean-Fabrice. Hein. Bien. Alors, On va passer au vote s'il n'y a plus d'autres observations. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. On passe au domaine et patrimoine, vente de la parcelle cadastrée, section AP numéro 186, 163 boulevard Georges Brassens à Monsieur Michael Fontaine. Monsieur Jean-Pierre Guillaume. Oui, tout au long des 2 années passées, j'ai eu plusieurs fois l'occasion de vous présenter des rapports similaires où les riverains se portaient acquéreurs du tènement qui était contigu à leur propriété. Donc, après consultation des services et des domaines, je vous propose donc de céder à M. Michael Fontaine la parcelle AP 181, qui est un délaissé de 28 mètres carrés au prix de 4 000 €. D'approuver la cession, d'autoriser M. le maire à signer les actes, de dire que la mutation ainsi que les frais de notaire sont à la charge de l'acquéreur, comme toujours, et de dire que les recettes seront inscrites au budget communal. Ça va de soi. Y a-t-il des remarques, des observations par rapport à cette délibération? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Nous passons au à l'approbation du parcours urbain, rapport numéro 17, qui sera présenté par Madame Niancourt. Oui, alors je pense que vous avez tous lu le rapport, mais comme il est écrit dans ce rapport, nous vous demandons d'approuver la création d'un circuit pédestre. Donc je vous précise qu'il fait 4,3 km, parce que le plan est très petit en annexe. Le circuit a été conçu en respectant les critères demandés par Bouches-du-Rhône Tourisme, donc un organisme avec lequel nous travaillons depuis mars 2016, je suis en avance. Donc en fait c'est des critères de durée, c'est 2 heures de balade maximum, des déplacements dans les quartiers historiques, pittoresques, dans les jolies ruelles, habitat typique de centre-ville. Voilà, c'est des points de vue sur les temps et les plateaux, même s'ils ont volé, il faut mettre en valeur. Voilà, nous avons besoin de cette délibération pour constituer un dossier de demande de subvention auprès du conseil départemental qui nous aidera à financer le balisage et les panneaux d'information tout au long du circuit. Voilà, et pour finir, le circuit va participer à un concours Bouches-du-Rhône en paysage. On aura peut-être un label
qui nous permettra une promotion sur le site de myprovence.fr. Voilà. Donc après avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'approuver la création du circuit urbain et d'autoriser monsieur le maire à demander l'octroi de subventions liées à ce projet. Monsieur Moulineau, je vous en prie. Vous dites que bon, on se rend bon, enfin, on va avoir vu sur le sur le bord de mer et sur le plateau. Or, le circuit est vraiment intramuros. En fait, on s'est centré d'abord sur la ville. D'accord. Et après plus tard. Et ensuite, on est en projet avec Bougeron aussi de monter sur le plateau des sentiers de randonnée aussi. Mais avec le feu, ça a un petit peu tourné en stand-by. C'est ce qui nous a bloqué. Et vers les temps aussi, on essaiera de descendre sur un parcours du Storac. D'accord. Voilà, y a-t-il d'autres questions, Madame Lambrecht? Non. Est-ce que vous avez travaillé avec Nostamar pour le circuit ou pas du tout? Parce que Nostamar, monsieur Patrick On a Bernard. discuté avec eux, mais c'est vraiment un circuit propre au nôtre, parce qu'on a les critères de Bougeron qui nous... Bon, c'est vrai qu'on essaie de passer par des zones les plus importantes, mais eux, ils ont plutôt des thèmes. Donc Oui. nous, on essaie de passer par tous les points du J'entends bien, mais il y a Oui, monsieur Patrick Bernard qui connaît un petit peu la ville, qui connaît les points remarquables, aurait pu peut-être vous Mais donner... il va communiquer tous ses parcours. D'accord, Oui, non, il n'y a pas de souci. Après, on a fait le nôtre, mais on a travaillé. Bien, nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Rapport numéro 18, nouveau règlement de location et de mise à disposition de l'espace Saint-Jacques, présenté par Mme Caillol. L'espace Saint-Jacques, bâtiment communal, a été mis à la disposition de notre public senior qui vient y déjeuner et profiter des animations depuis le 1er janvier 2014. Un peu plus d'un an après, en avril 2015, cet espace a été mis en location le week-end pour les particuliers domiciliés sur la commune pour des événements à caractère privé et familial. Afin de répondre à une demande de plus en plus pressante, l'équipe municipale a souhaité mettre à la disposition des associations locales une partie de la structure pour y organiser leurs événements associatifs, et ce à compter du 1er janvier 2017. Cette mise à disposition gratuite nécessite toutefois de modifier le règlement de location existant afin d'en organiser les modalités. En effet, la structure allouée devant répondre à sa vocation première, qu'est le service de restauration et animation de nos aînés du lundi au vendredi jusqu'à 16h, avec tout ce que cela comporte en termes de respect d'hygiène des lieux notamment, à une location en fin de semaine uniquement pour les événements à caractère familiaux, à l'utilisation prioritaire de la ville pour des manifestations municipales et la tenue notamment de bureaux de vote, et enfin à la mise à disposition que nous allons vous présenter aujourd'hui, gratuite aux associations locales. Ce nouveau règlement va donc comporter deux parties, deux chapitres distincts, la location aux administrés et la mise à disposition aux associations. Il reprend donc ainsi le plus clairement possible les conditions de location ou de mise à disposition, la durée, les équipements concernés, les modalités de réservation, les conditions d'annulation, la remise des clés, l'état des lieux, les conditions exécutoires et la capacité d'accueil. Nous proposons ce soir au conseil municipal d'approuver cette mise à disposition d'une partie de l'espace Saint-Jacques aux associations à partir du 1er janvier 2017, d'abroger de ce fait le règlement de location existant et d'approuver le nouveau règlement de location et de mise à disposition du dit espace. Y a-t-il des observations par rapport à ça, M. Moulineau? Simplement une petite question, s'il y a un privé qui demande à la même date qu'une association la salle, comment ça va se déterminer? Qui va le payer? Alors, étant donné que le privé a un délai de 2 mois avant la date de réservation, il sera prioritaire sans doute. Voilà. Ok, le privé sera prioritaire. Y a-t-il Oui, mais enfin, il y a un délai de 2 mois. Enfin, on n'organise pas un mariage ou un baptême en 15 jours. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle le planning prévisionnel des événements est dans un délai assez relativement long. C'est-à-dire sur le semestre, on a déjà les dates positionnées. Donc, Monsieur le maire, il y a également un point fort qui a été précisé sur ce rapport, sur ce règlement, pardon, c'est la capacité d'accueil, qui est de 202 personnes assises et 404 debout. Donc c'est quand même un élément qui n'était pas précisé sur le rapport, sur le règlement précédent. J'ajoute également pour les associations que l'espace Jean Jaurès n'étant pas équipé d'une cuisine satellite, il
y a des risques en termes d'hygiène et de sécurité si on veut organiser un repas. Alors que là, au niveau de l'espace Saint-Jacques, la cuisine sera également mise à disposition des associations pour avoir tout le confort nécessaire et que toutes les mesures d'hygiène soient prises. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres remarques? Madame Lambrecht, pardon. Moi j'ai une question par rapport justement à la mise à disposition des associations. Est-ce que dans les associations, puisque je note en aucun cas il ne peut être mis à disposition pour des manifestations à caractère politique, je voulais savoir ce que ça veut dire. Est-ce qu'un parti politique ne peut pas réserver l'espace Saint-Jacques pour faire ne serait-ce qu'un loto, on ne sait jamais. Je vois pas pourquoi, en quoi ça dérange que l'espace, puisque la salle en bas peut être Je sais pas vos pratiques, mais l'auto... Pas forcément les miennes, hein, je pense que pourquoi pas partie de là. Non, mais je plaisante, mais... Il y a des lotos qui sont organisés par des partis politiques dans des villes frontalières, donc pourquoi pas. Voilà, ça peut être une assemblée générale de fin d'année, ça peut être une réunion interne. Non, en ce qui concerne les partis politiques, effectivement, ils sont exclus du dispositif. Je trouve pas ça normal. Pardon? Je ne trouve pas ça normal. Comme le CAM et l'espace Jean Jaurès qui est dédié. Je vois pas en quoi ça oppose... Ça ne pose pas de problème, c'est que c'est us et coutumes. Seul l'espace Jean Jaurès était à l'époque et depuis de nombreuses années dédié pas aux seniors, c'était la seule salle. Aux réunions politiques. Aux réunions politiques. Sur Saint-Jacques. Coupez le micro, madame Caillol, coupez le micro. Merci. Bon, après, je ne dis pas que... Mais sachant aussi que Jaurès, dans sa réservation, les partis politiques ont priorité, notamment en campagne électorale, sur l'organisation. Donc ça pénalise déjà l'organisation au niveau du tissu associatif, quoi. Donc il ne faudrait pas non plus désorganiser, parce qu'après la priorité des priorités, ce sont laquelle, quoi. Si on fait, quelqu'un réserve l'espace 3 mois avant, parti politique veut faire une réunion politique, bon voilà, on lui proposera l'espace Jean Jaurès, je pense que ça suffira pour l'heure. C'est vrai qu'avant il n'y avait que l'espace Jean Jaurès, maintenant il y a 2 espaces, donc je ne vois pas pourquoi il y en a un. Très compliqué, d'autant plus que pour le tissu associatif, n'oublions pas qu'on a des mesures d'hygiène, et donc on fait intervenir une société en amont et une société en aval, quoi. Bon, pour le tissu associatif, c'est, je pense, tout à fait logique. Pour un parti politique, ça veut dire que clairement, il faudrait quasi le facturer, quoi. Hein, c'est bien d'accord. Voilà, y a-t-il d'autres remarques? Bien, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. L'ouverture dominicale en 2017, Madame Valérie Bajeux, s'il vous plaît. Oui. Alors c'est ce qu'on appelle plus précisément les 12 dimanches du maire. Les 12 dimanches du maire, pourquoi? Donc c'est par rapport à la loi Macron. Donc jusqu'à présent, les établissements commerciaux avaient le droit d'ouvrir 5 dimanches par an. Depuis la loi Macron, ils ont l'opportunité d'ouvrir jusqu'à 12 dimanches. Donc juste une petite précision, on ne donne pas l'opportunité pas seulement, c'est qu'on autorise l'emploi des salariés pendant 12 dimanches déterminés et non pas d'autoriser seulement l'ouverture proprement dite des établissements commerciaux. C'est quand même une précision importante. Donc nous avons listé certaines dates qui correspondent donc aux périodes de fête de fin d'année, les soldes, les jours fériés, les rentrées de classe, voilà. Donc elles sont listées. Et donc nous demandons donc au conseil municipal d'approuver l'ouverture donc dominicale donc des fameux 12 dimanches du maire. Merci Madame Macron. Madame Bajeux, pardon. C'est la vérité. Je ne savais pas. Oui. Je ne savais pas. J'étais resté sur vos propos introductifs, c'est pour ça. Y a-t-il des questions, des remarques par rapport à ça? Non? Merci. Oui? Je me demande en quoi ça va redynamiser la vie. Les Rognacais 100 000 dimanche. Madame Bajeux, si vous pouvez répondre. Alors voilà, ce n'est pas une obligation, on leur donne l'opportunité d'ouvrir le dimanche. Alors sur les établissements commerciaux,
Donc il faut savoir que tout ce qui est dit de bouche, ils ont déjà le droit d'ouvrir le dimanche matin, mais par exemple sur les dimanches, par exemple sur le mois de décembre, on leur laisse l'opportunité d'ouvrir toute la journée. Il faut savoir quand même que pour les salariés, on fonctionne d'abord sur le volontariat. Ensuite, ils sont normalement censés être payés double et avoir une journée de repos supplémentaire. Donc voilà, après, nous les laissons à disposition, mais il n'y a aucune obligation. Et quand même, on a été dans la concertation donc, sur la commune de Rognac avec l'ensemble du tissu économique. Voilà. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, merci Madame Bageux. On va passer au vote. Qui est contre? Vous êtes contre? Madame Lambrecht est contre. Qui s'abstient? Merci. On passe au rapport numéro 20, qui est le règlement intérieur du traditionnel salon des peintres amateurs en janvier 2017. Monsieur Mazinck. Voilà, donc délibération récurrente dans le domaine culturel que vous avez l'habitude de voir passer. Le présent règlement qu'on vous demande d'adopter a pour but de fixer les modalités de participation, les critères de sélection et les différentes dotations qui sont afférentes donc, à ce salon. Par rapport à l'an dernier, les deux seules petites modifications à noter est donc la non-obligation de fournir des œuvres encadrées. Et ensuite, on a réajusté quelques dimensions, puisque l'année dernière, il y a certains participants qui nous avaient alerté sur le fait que, bien qu'il y ait eu un règlement qui a priori devait être assez strict, on avait quand même toléré des dimensions qui étaient un petit peu trop grandes. Donc on a décidé cette fois-ci d'être plus rigoureux, on va sortir le maître pour bien caler tout ça, et donc on a essayé d'être, notamment en termes de cadre et de dimension, de redéfinir bien la chose. Voilà. Donc je vous demande d'approuver le règlement du Salon des artistes peintres si annexé. Y a-t-il des observations par rapport à ce rapport? Non, à ce moment-là, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, unanimité. Rapport numéro 21, qui concerne la convention d'objectifs et de moyens matériels avec l'association Atlas. Monsieur Mazinck. Voilà, donc l'association Atlas a décidé d'avoir une nouvelle activité, de pratiquer une nouvelle activité, qui est l'activité de jardinage. Et pour ce faire, elle a besoin donc que la commune mette à sa disposition le samedi après-midi, entre 14 et 17 h, les moyens communaux, c'est-à-dire la serre communale. Je précise qu'il n'y a pas d'interférence avec les besoins communaux, il n'y a pas d'interférence avec les autres utilisations qui peuvent être faites de cette serre municipale, notamment pour les nappes. Hein. Ceci dit, puisqu'il y a une nouvelle utilisation, une nouvelle activité d'Atlas, c'est l'occasion, et c'est obligatoire, de redéfinir donc toute cette convention d'objectifs et de moyens et de relister, c'est ce que vous avez en annexe, tous les locaux qui sont mis à disposition par la commune à l'association Atlas. Voilà, donc je vous demande donc d'approuver la nouvelle convention d'objectifs et de moyens et d'autoriser monsieur le maire à signer la dite convention. Bien, il n'y a pas d'observation. Merci, donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc on arrive aux deux derniers rapports qui ont été annexés donc à la séance que Madame Misseli-Houdet va vous présenter. C'est la convention d'objectifs et de financement avec la Caisse d'allocation familiale concernant les travaux de réhabilitation de l'ASH La Plantade. Madame Houdet. Alors, comme vous l'avez vu dans le rapport, le conseil d'administration de la CAF nous a accordé à la commune une subvention d'investissement quand même de 60 090 €. Donc pour pouvoir bien évidemment prendre la recette, on demande au conseil municipal d'approuver la convention d'objectifs et de financement avec la CAF dans le cadre de la réhabilitation, vous le savez, du centre aéré. Si annexé, d'autoriser monsieur le maire à signer cette convention, puisqu'on va doubler aussi la capacité d'accueil de notre structure après les travaux. On sera aussi amené de nouveau à faire un avenant, bien sûr, sur notre CEJ. Je précise que ça concerne la phase 2 de la réhabilitation qui doit débuter début 2017, en mars, par la destruction des Algeco et par la création, une fois qu'on aura la maîtrise d'œuvre qui aura travaillé là-dessus, la création de 6 salles d'activité en lieu et place, plus les bureaux pour le personnel d'animation. Voilà. Alors ça peut paraître peu, mais c'est toujours ça émanant de la CAF. Voilà. C'est tellement longtemps que par rapport au sud de la CAF, qui est quand même... Il vient s'ajouter au CDDA. Oui, est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? Non.
Pas de remarques, donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et puis le dernier donc, rapport, c'est également la caisse d'allocation familiale. Et je laisse la parole pardon, à Mme Miceli Houdet Oui, concernant alors, le contrat de prêt. Le contrat de prêt, bien sûr, le contrat de prêt à taux zéro. Et donc, de ce fait, il faut forcément le délibérer pour approuver. C'est pour ça qu'on demande au conseil municipal, bien sûr, d'approuver le contrat de prêt avec la CAF dans le cadre de la réhabilitation de la LSH de la Plantade et d'autoriser, bien sûr, monsieur le maire à le signer. En préambule, comme vous l'avez vu, c'est un prêt sans intérêt qui est d'un montant de 120 000 €, 180, remboursable en 10 annuités, vous les avez mis en toute transparence, 12 018 €. Voilà, un taux zéro, je veux dire, c'était lié à la subvention. Pour la collectivité. C'est pas pour, c'était lié à la subvention également. Et effectivement, vu les délais, il faut le délibérer avant la fin du mois. Voilà, il n'y a pas de questions. Donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à l'année prochaine. Alain Québec. Merci beaucoup. Merci.